Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à nos amis les ornithopodes. En ce moment, je suis en train de lire un livre très intéressant sur le sujet des dinosaures et il y a quelques temps, je suis tombé sur un chapitre au sujet des ornithopodes. Dans ce livre, le chapitre sur le sujet commence par la phrase suivante. Les ornithopodes étaient les vaches, bisons, chevaux sauvages, antilopes et moutons du Mésozoïque. Mais c'est aussi l'un des sous-ordres de dinosaures les mieux connus et les plus diversifiés. Dans la culture populaire, ils sont partout. Dans les peluches, dans les figurines, dans les jeux vidéo, dans les films, dans les documentaires, mais aussi dans les Disney et dans presque tous les musées de paléontologie. Voilà pourquoi je voulais en faire une vidéo, parce que si vous vous intéressez un jour à la paléontologie dinosaurienne, vous serez forcément confronté à ces animaux. Les ornithopodes, ou pieds d'oiseau, sont un ordre d'ornithischiens très connu des paléontologues et du grand public, notamment caractérisé par la présence d'un bec corné, ou parfois d'un bec de canard. Historiquement, les ornithopodes ont joué un rôle très important en paléontologie. Iguanodon fut le deuxième dinosaure au monde à avoir été décrit, et l'un des trois ayant permis l'invention du groupe des dinosaures en 1842 par Richard Owen. Rien que ça. Mais bon, Iguanodon, on en parlera une autre fois vu qu'il mérite une vidéo à lui seul. De l'Antarctique à l'Arctique, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, en passant par l'Afrique centrale, en Australie, en Europe, dans les deux Amériques, bref, on les retrouve littéralement partout. En ce qui concerne leur existence dans le temps, on les retrouve du début du Jurassique jusqu'à la fin du Crétacé. On observe aussi une grande variété de tailles, allant de quelques mètres comme Hypsilophodon, jusqu'à de tailles un petit peu plus grandes comme Parasaurolophus, Edmontosaurus ou encore Chantungosaurus. Nous pouvons en déduire que nous avons devant nous un véritable succès évolutif très largement observable dans les archives fossiles. C'est un peu creux comme phrase. Ils étaient tous, du moins selon mes connaissances et selon mes recherches, herbivores. Des herbivores capables de mâcher. Selon l'anatomie de leur crâne, on peut déduire la présence de joues, mais aussi que ces animaux étaient pourvus de tout ce qui permet la mastication des aliments. Un bec, édenté ou non, permettant de couper les végétaux, et un diastème séparant le bec des dents plates à l'arrière, permettant à l'animal d'écraser la nourriture. Contrairement aux sauropodes et leurs dents non différenciées en peigne, décidément incapables de mâcher quoi que ce soit, n'en déplaise à Steven Spielberg. D'ailleurs, dans la famille des hadrosauridés, les dents jugales étaient carrément assemblées sous la forme d'une batterie dentaire qui se renouvelait continuellement. En ce qui concerne la peau des ornithopodes, était-il couvert d'écailles ou de plumes? D'écailles, indéniablement. Et comment tu sais? Merci de m'avoir interrompu, car on a retrouvé à plusieurs reprises des fossiles d'ornithopodes avec leur peau conservée, comme ce fossile de Brachylophosaurus, ou encore cet Edmontosaurus momifié. Tu oublies de parler des protoplumes de Tianulong, Confuciusi. Enfin, une remarque pertinente. Bipèdes et quadrupèdes, les ornithopodes adoptaient souvent les deux modes de locomotion. Certains, comme le Dryosaurus, devaient être essentiellement bipèdes, contrairement à d'autres, comme l'Edmontosaurus ou l'Iguanodon, qui devaient être essentiellement quadrupèdes, ce qui ne les empêchait pas de courir sur deux pattes de temps à autre. On estime d'ailleurs que les juvéniles avaient sûrement une tendance à la bipédie bien plus prononcée que chez leurs parents. Voilà ce qui nous mène à la deuxième partie sur leur mode de vie et leur façon d'échapper aux prédateurs. Ils n'ont pas le gigantisme des sauropodes, ils n'ont pas de massue au bout de la queue, ils n'ont pas d'armes biologiques, de venin, bref, comment pouvaient-ils se défendre des grands théropodes carnassiers? Pour aller plus vite et échapper à un éventuel Carcharodontosaurus affamé, quoi de mieux pour l'Ouranosaure que de se dresser sur deux pattes? Et pour des ornithopodes de plus petits gabarits comme Otnielia et Dryosaure, c'est la même chose. De façon générale, courir le plus vite possible peut avoir son utilité quand on est poursuivi par un grand prédateur. Mais les ornithopodes ont une autre stratégie, la même que nos actuels antilopes et autres zèbres. Plus d'un fossile le démontre, les ornithopodes se déplaçaient en troupeau, une belle astuce pour échapper aux prédateurs. Abandonner un individu trop lent aux griffes d'un théropode carnassier, le temps de laisser les autres s'enfuir, est une stratégie bien peu altruiste mais bien efficace. Après, l'instinct maternel peut aussi avoir son sens, notamment en ce qui concerne la survie des nouveau-nés. Le cas de Maiasaura s'impose. Maiasaura, ou lézard bonne mère, est un ornithopode hadrosauridé de la fin du Crétacé. Il est essentiellement connu pour un gisement de fossiles assez large composé de plein d'œufs assemblés, ainsi que de quelques os de nouveau-nés et de quelques os de spécimens adultes. Ces informations ont permis aux paléontologues de déduire que ces animaux se réunissaient lors des périodes de ponte et veillaient sur leurs œufs. Il ne serait donc pas étonnant de retrouver ce comportement chez d'autres ornithopodes. Passons maintenant à la dernière partie de la vidéo consacrée à la sélection sexuelle et à la communication.
Comme vous avez probablement pu le constater, on retrouve énormément d'éléments décoratifs chez les ornithopodes. Parasaurolophus, Lambeosaurus, Corythosaurus, Mutaburasaurus, etc., etc. On retrouve ces éléments décoratifs essentiellement chez une seule famille, les Hadrosauridés, aussi appelés dinosaures à bec de canard. Nous n'allons que parler d'eux dans cette partie. Je suis désolé, Mutaburasaurus, tu auras peut-être une vidéo qui te sera consacrée un jour. Peut-être. Pour prendre un exemple concret, parlons d'un de mes dinosaures préférés, le Parasaurolophus. Tout ce que je vais dire sur le Parasaurolophus devrait en principe s'appliquer aux autres Hadrosauridés. Comme les autres cités précédemment, ce dernier avait une crête osseuse sur la tête. Loin de lui permettre de se défendre contre des prédateurs, on pense aujourd'hui que cette crête avait plutôt une utilité en ce qui concerne la communication ou encore la parade nuptiale. On en est à peu près sûr en ce qui concerne la communication, ces crêtes ayant des caisses de résonance pouvant permettre aux hadrosaures les possédant de faire un boucan pas possible. En voici une petite reconstitution fondée sur le crâne d'un Parasaurolophus étudié par des paléontologues en 1998. Je précise que cette reconstitution peut changer selon les années à venir et que le son que vous allez entendre devait certainement varier selon les spécimens. Dans le cas de la sélection sexuelle, on peut émettre l'hypothèse que ces crêtes étaient très colorées, du moins chez les mâles. Si cette crête était notamment employée pour la parade nuptiale, ne devrait-on pas trouver un petit peu de dimorphisme sexuel dans les archives fossiles ? Le paléontologue James Hobson a émis 5 hypothèses quant à l'utilisation de ces crêtes, et en a déduit des choses bien intéressantes. Nous n'allons parler aujourd'hui que de la première et de la troisième. Première hypothèse, si la communication et ses attributs visuels étaient importants. Les Hadrosauridés devaient donc nécessairement avoir une vision développée et une ouïe précise capable de réceptionner une large gamme de fréquences. Cette première hypothèse est très difficile à confirmer, essentiellement en ce qui concerne la vision. Bah oui, difficile d'en savoir grand chose. Pour Louis, cette déduction est parfaitement logique. Troisième hypothèse, si ces crêtes agissaient comme des attributs visuels, elles devaient indiquer un dimorphisme sexuel et différer selon les espèces. C'était la question que nous nous étions posée tout à l'heure, et j'ai une petite réponse à apporter. On observe effectivement un possible dimorphisme sexuel chez le Lambeosaurus. Chez Corythosaurus, on observe que la crête varie selon l'âge et se prononce bien plus à l'âge adulte. Néanmoins, le problème reste entier. Bah oui, si ça se trouve, le dimorphisme sexuel de ces animaux se manifestait essentiellement dans la couleur des crêtes. Couleur, comme vous le savez, qu'on ne peut pas connaître. Mis à part la caisse de résonance, il reste difficile de savoir à quoi servaient ces attributs. Pour conclure cette vidéo, je tiens d'abord à remercier mon ami François Louis de la chaîne FL Reptile pour ses précieuses contributions. Je vous invite évidemment à aller regarder sa chaîne dont le lien est en description. Je vous rappelle aussi que j'ai mis toutes mes références en description, n'hésitez pas à aller les vérifier si le cœur vous en dit. Pour terminer cette vidéo, je dirais que ce qu'il y a de très intéressant avec les ornithopodes, c'est que malgré toutes les connaissances que nous avons de ces animaux-là, tous les fossiles que nous avons en notre possession, il y a encore énormément de choses à découvrir, comme je viens de démontrer avec la partie au sujet des crêtes des Hadrosauridés. Et encore, je ne vous ai pas parlé de leur phylogénie. Je pense qu'ils sont suffisamment importants en paléontologie dinosaurienne pour avoir mérité cette vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.